ici est égal à 40. Ensuite, si on prend ce sujet normal, par exemple, si on prend C, ce sujet va avoir un pH 7,4 et une concentration en ion HCO3- qui est égale à 24,5. Alors, évidemment, ce sujet-là, tous les points qui se trouvent sur cette ligne ont la même pression partielle de CO2. Hein, j'y reviens parce que c'est important. Hein. Sur cette ligne, PCO2 égale 40, tous ces sujets A, B, C, D, E ont la même pression partielle de CO2. Et que donc, tout point en dessous, toute ligne en dessous de 40 présente une pression partielle de CO2 qui diminue, et toute ligne au-dessus de 40 présente une pression partielle de CO2 plus élevée. C'est ce qui explique pression partielle de CO2 60, pression partielle de CO2 80. Il est bien entendu que si vous regardez, hein, si un individu a une pression partielle de CO2 qui est faible, s'il évolue dans ce sens, ça veut dire que le pH augmente. Hein? Pour l'autre, si la pression partielle de CO2 augmente, hein, vous avez ici le pH qui diminue. Donc vraiment, si vous arrivez à intégrer ces notions-là, dans l'évolution, vous allez comprendre beaucoup de choses. Hein? Ne serait-ce qu'en lisant le diagramme. Rien qu'en lisant les diagrammes, vous aurez compris beaucoup de choses. Ça veut dire que ici, si la pression partielle de CO2 diminue, ça veut dire que l'individu va être en hyperventilation. Hein? Il évolue, il va être en hyperventilation, et donc ce qui explique que la pression partielle de CO2 diminue. Alors qu'ici, l'individu va être en hyperventilation, hein? La pression partielle de CO2 augmente, hein? Et ici, l'individu va être en état d'acidose, ici, l'individu est en état d'alcalose. Alors pour cela, je vous ai dit que pour nous éviter les calculs fastidieux de l'équation d'Anderson, hein, parce que si vous prenez l'équation d'Anderson, pH égale pK plus log 2 delta, si vous connaissez les deux paramètres, vous serez obligé de calculer le troisième paramètre avec un calcul fastidieux. Hein. Alors, Van der Slack a proposé ici ce qu'on appelle un nonogramme. Ce nonogramme dit que ici c'est la ligne de pH, ici c'est la ligne de la concentration des ions HCO3-, et puis ici la ligne de la pression partielle de CO2. Connaissant les deux paramètres là, il suffit simplement de continuer le prolongement de la droite pour obtenir, hein, sur l'autre droite, hein, ici, la concentration des ions HCO3. C'est valable aussi si vous connaissez ici la valeur de la concentration des ions HCO3- et la valeur de la pression partielle. Si vous tracez, là où ça coupe la droite ici, vous connaîtrez le pH. Donc, c'est ça l'avantage de l'équation d'Anderson. Mais cette équation d'Anderson et de Van Slack, hein, l'équation, le nonogramme de la Van Slack, ici, à son temps, vous voyez, 1938. Vous voyez, mais après, ça a été amélioré. Maintenant, dans tous les labos, la formule d'Anderson est utilisée. Hein, cette formule d'Anderson qui est utilisée par rapport à la formule de Van Slack. Hein. Mais rappelez-vous d'une chose, nous ne rentrons pas dans le volet purement médical. Hein. Ici, on explique les phénomènes physiologiques, parce que c'est notre rôle, les phénomènes physiologiques, mais la partie biologie, si on veut rentrer vraiment dans la partie biologie clinique, hein, ça c'est la partie médicale où on ajoute d'autres paramètres. Vous voyez, il y aura d'autres paramètres qu'on va rajouter, hein. Ce n'est pas simplement la pression partielle, la concentration des ions internes, mais on ajoutera les ions K+, Ca-, etc. Donc on ajoutera d'autres paramètres. Mais ici, nous expliquons les phénomènes qui nous permettent vraiment de mieux comprendre l'équation d'Anderson. Hein. Mais
dans le cadre de la biologie clinique, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, mais qui ne changent pas grand-chose. Hein, juste pour vous dire que le volet médical, a son importance. Hein. Alors, ici, je vous avais parlé de la notion de déficit de base, d'excès ou de déficit de base. Donc ici, on avait expliqué un peu comment cette figure évolue, mais nous le décryptons, hein, nous le décryptons plus amplement sur ce qu'on appelle le diagramme de Davenport, hein, qui va suivre par la suite. Ici, c'est un sujet qui consomme des ions alcalins, c'est-à-dire du bicarbonate, hein, des ions bicarbonate. Hein. Alors, ce sujet-là, hein, vous voyez, puisque c'est des ions alcalins, ça veut dire que le pH va augmenter. Alors, donc c'est ce qu'on essaie de traduire ici. On le traduit de façon complète ici, hein, pour montrer un peu cette figure. La valeur qui est ajoutée, donc l'évolution se fait sur la même valeur de la pression partielle de CO2, hein, parce que cette valeur de la pression partielle de CO2 ne change pas. Mais l'individu a consommé du bicarbonate. C'est ce bicarbonate qui a entraîné une augmentation du pH qu'il a consommé. Donc il va évoluer sur cette ligne. Mais on a créé une perturbation dans le milieu. Alors donc l'organisme doit réajuster. Alors pour réajuster, je vous expliquais la dernière fois, c'est-à-dire diminuer le pH, l'individu ne peut pas évoluer ici. S'il évolue dans ce sens, il aggraverait la pathologie. C'est-à-dire le pH continue à augmenter, alors que l'objectif, c'est de diminuer le pH. Hein? Mais rappelez-vous d'une chose, et ça, on le dira, ça sera ma chanson, hein? Rappelez-vous d'une chose. Si un individu a la valeur du pH qui est perturbée, quoi qu'on fasse, l'organisme va travailler soit pour augmenter le pH si le pH était acide, hein, ou diminuer le pH si le pH était alcalin. Mais l'objectif, c'est de ramener le pH à son niveau compatible à la vie. Hein, de ramener le pH à son niveau compatible à la vie. Ça veut dire que les autres acteurs, la pression partielle de CO2, la concentration des ions HCO3 qui vont être sous l'influence rénale, hein, alors cette pression partielle de CO2 qui vont, suivant l'origine de la pathologie, si la pathologie est d'origine métabolique, évidemment la compensation se fera par voie respiratoire. Et inversement, vous voyez, donc ça encore, il faut le retenir. Alors, donc, que les valeurs de la pression partielle de CO2 augmentent ou diminuent, ce qui est important, c'est de regarder le niveau de pH. C'est de regarder, parce que c'est le rôle. Il faut qu'il joue ce rôle. Si le pH est acide, et à l'origine, c'est à cause de l'apport d'ion H+, dans sa compensation, les poumons vont travailler pour augmenter le niveau de pH qui était acide. Donc il faut travailler. Alors, en travaillant comment? On le verra plus tard. Hein? Mais je veux attirer votre attention que les valeurs qui vont augmenter, concernent les deux autres paramètres. La pression partielle de CO2 ou la concentration des ions HCO2, donc l'activité rénale. Vous comprenez? Donc c'est ceux-là qui vont jouer un rôle. Qu'ils augmentent ou qu'ils diminuent, dans tous les cas, c'est leur rôle. Parce que c'est les organismes ajusteurs. Ces émonctoires-là sont essentiels pour chercher à ramener le pH à son niveau normal. Il se peut que ça ne puisse pas atteindre le niveau normal. Dans ce cas, il y a deux niveaux. Pour la compensation
n'est pas complète, c'est-à-dire non-compensation. Je vous expliquais que quand les valeurs qui devaient compenser sont à l'intérieur de l'intervalle, c'est non compensé. Mais dès lors que ça sort de l'intervalle, alors vous voyez que soit les reins sont en train de s'activer pour faire le travail, soit les poumons vont s'activer pour faire le travail. Mais s'activer, soit au niveau pulmonaire, je dis bien, soit au niveau pulmonaire, les valeurs de la pression partielle de CO2 augmentent, soit diminuent. Au niveau rénal, soit la concentration des ions HCO3- augmente, soit la valeur de la concentration des ions HCO3- diminue. Donc, ça aussi, ces valeurs-là sont essentielles pour la compensation. Hein. Mais le pH, l'objectif, c'est que le pH revienne à la valeur normale. Que ça soit en valeur partielle, ou en valeur non compensée, ou en valeur totale, c'est le pH qui est déterminant. Que les autres valeurs augmentent ou diminuent, c'est leur rôle. Hein. Ces organismes physiologiques, c'est leur rôle, hein, de jouer cela. Alors, ensuite, là, je vous avais expliqué ici aussi, chez un sujet qui a consommé des aliments acides, donc des ions H+, hein, alors vous verrez que là aussi, hein, l'organisme doit travailler en évoluant, hein, puisque le pH était déjà très acide, hein, donc il faut chercher à augmenter le niveau de pH, mais ça va se faire progressivement. Mais ici, vous constatez que quand l'individu va dans ce sens, sa valeur de la pression partielle de CO2 diminue. Et donc, dans ce cas, ce sujet, comme je vous l'ai dit, doit être en état d'hyperventilation. Oui, mais je vous ai esquissé la semaine dernière un peu qu'est-ce qui amène cette hyper et cette hypoventilation. Hein? Je vous ai dit qu'en tenant compte des zones barosensibles, hein, ces zones barosensibles, parce que n'oubliez pas qu'au niveau de la crosse aortique, vous avez des zones. Hein? Je ne sais pas si je serais amené à vous ramener cette figure. Hein? Vous avez le cœur, vous avez la crosse aortique, vous avez une zone de la zone barosensible et de la zone sinothensible. Donc, sur ces zones-là, vous avez le nerf de Hering qui quitte là. Ensuite, au niveau pulmonaire, vous avez les rameaux du pneumogastrique qui remontent, mais qui va croiser le nerf de Hering. Vous comprenez? Et c'est là tout l'enjeu. Hein, c'est là tout l'enjeu, suivant le milieu, je dis bien suivant le milieu, que le milieu soit acide ou que le milieu soit alcalin, vous allez voir que les réactions ne seront pas les mêmes. Parce que simplement, la valeur de la pression partielle de CO2 sur le sujet en hypoventilation, vous verrez que ce nerf de Hering va rejoindre le nerf pneumogastrique pour aller au niveau bulbaire. Et au niveau du centre bulbaire, c'est là où se trouve le centre respiratoire. Vous avez dans ce centre, vous avez quoi? Le centre respiratoire est composé de quoi? Quelle est la composition du centre respiratoire? Vous avez le centre apneutique, hein? Pneumotaxique. Vous voyez, bon, je suis content que ça me revient maintenant. Hein? Donc, hein, au niveau de ce centre, je ne sais pas, moi, j'ai été étudiant comme vous, mais tout ça, c'est des souvenirs qui me reviennent tout le temps. C'est vous dire que je n'ai pas oublié ce que j'ai appris à l'époque. Voilà. Et le phénomène inspiration et expiration est expliqué par un diagramme qu'on appelle le diagramme de Pitts. Je ne sais pas si on vous l'a dit. P-I-2-T-S. Hein? Si le centre inspiratoire est excité, vous avez l'autre centre qui est inhibé, et ainsi de suite, et ça s'enchaîne. Et Pitts, P-I-2-T-S, l'explique très bien. Un schéma, ça, si vous regardez ce schéma, comment il est conçu, vous comprendrez très vite entre l'inspiration et l'expiration, comment cette séquence est gérée par le sang. Donc c'est pour vous dire que quelque part, ces notions, vous devez aussi les retenir
parce que c'est aussi quelque chose en physiologie. Pour ceux, probablement, la physiologie s'arrête, mais pas l'immunologie. Pas l'immunologie. L'immunologie, vous aurez pour beaucoup de temps, hein, parce qu'avec les techniques, vous l'aurez pour encore beaucoup de temps. Donc c'est pour vous dire que la physiologie, pour certains, je crois, pour choisir, je crois cette année, il y a une option physiologie cardiovasculaire et autres. Donc bon, ça aussi, c'est de voir comment vous allez gérer cet aspect. Parce que c'est un volet purement médical. Parce que quand vous regardez cardiovasculaire, cardiaque, c'est souvent le médecin. Hein? Et si nous, je vous ai dit, pour l'équipe acido-basique et tous les événements qui sont liés, nous l'expliquons sur la partie purement physiologique et qui est compréhensible. Vous voyez, mais si le médecin doit vous faire les médicaments sur une pathologie particulière, c'est le médecin. Nous, on explique les phénomènes, mais c'est le médecin qui a le dernier mot pour faire, c'est la partie clinique purement et simplement. Hein? Mais nous l'expliquons très bien. Et ça, je vous dis une chose, dans la pratique, si les physiologistes qui ont travaillé sur l'humain sont arrivés à comprendre cette chose, c'est par rapport aux animaux. L'étude animale est une étude de référence. Si vous regardez les documents de physiologie qui ont permis de comprendre certaines pathologies, ils ont été sur l'animal. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est à l'actif aussi des physiologistes du monde animal. Alors, donc ici, l'organisme va hyperventiler jusqu'à arriver à son niveau A', hein, qui va compenser. Alors, les notions d'alkylose ou d'alcalose, si vous regardez le diagramme, bon, ici, c'est juste pour vous faire découvrir un peu ces notions. Pourquoi acidose métabolique, hein, pourquoi ici, là, le volet respiratoire, pression partielle de CO2, hein, et toutes ces autres notions-là, c'est des notions que vous allez retrouver ici sur ce qu'on appelle le diagramme de Davenport. Hein. Ce diagramme de Davenport illustre bien les schémas qui vont suivre. Hein. Ici, vous avez le sujet principal qui est le sujet A. Ce sujet A, c'est le sujet sain. Et à partir de ce sujet-là, hein, l'individu peut évoluer soit ici, soit là. Mais s'il évolue ici avec la même pression partielle de CO2, hein, il évolue ici avec la même pression de CO2, ça veut dire en évoluant ici, vous constatez que le pH augmente. Mais en évoluant, il va quitter A vers D, hein, ou B. Hein, vers B ou D. Alors, mais en évoluant là, le pH augmentant, on dit que cet individu, puisque le niveau de la concentration des ions H3 augmente, c'est ça qui est à l'origine, hein, de cette alcalose. Puisqu'on a ce sujet à manger, hein, les molécules alcalines, alors donc ici, c'est ce qui fait qu'il est en état d'alcalose quand il arrive ici. C'est-à-dire que le pH augmente. Mais à ce point-là, c'est la pathologie primitive. C'est-à-dire, c'est là qu'on mesure, à cet instant-là, hein, ici, l'alcalose métabolique est non compensée. À cet instant-là. Maintenant, à l'instant T plus 2 ou T plus 3, c'est-à-dire à T0, c'est la pathologie primitive. Alors maintenant, à T plus 1, T plus 2, c'est-à-dire dans le temps, oui, c'est en ce moment que l'organisme, aussi, puisque le pH a augmenté, l'organisme va travailler pour faire face à cette augmentation du pH. Hein? Et c'est là où je vous explique, parce que nous viendrons, il y aura des schémas complets par rapport à ça, mais on ne va pas s'attarder. Hein? Donc, à cet instant-là, c'est non compensé. Mais vous verrez, ce que je vous ai dit, si l'individu évolue ici en E, vous avez deux alcaloses qui aggraveraient
la pathologie. Ça, c'est pas ce qu'il faut. Parce que l'objectif, c'est de faire une compensation. Alors, donc, ici, la meilleure direction, c'est d'évoluer ici vers F. C'est-à-dire, en évoluant vers F, vous voyez, ici, puisque donc il faut chercher à diminuer le pH pour arriver là. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez ce changement de ligne isobare, forcément, puisqu'il a évolué au point de départ sur la même ligne isobare PCO2 égale 40, alors si l'organisme doit travailler pour faire face à cette situation, donc pour diminuer le pH, alors forcément l'individu va changer de ligne isobare. En changeant de ligne, ça veut dire la valeur de la pression passée de CO2 ne va pas être la même. Et donc c'est ce que vous constatez, cette pression passée de CO2, vous voyez, augmente. Sur le schéma précédent, c'est pour ça que je dis, rappelez-vous, sur les schémas antérieurs, ce que ça veut dire. Hein? En évoluant dans ce sens, la valeur de la pression passée de CO2 augmente. Mais qu'est-ce qui fait augmenter cette valeur de la pression passée de CO2? C'est l'augmentation du pH. Cette augmentation du pH, là, suite à cette augmentation du pH, là, va déclencher au niveau du sang, hein, ici, une augmentation de la pression passée de CO2. L'individu va se mettre en hypoventilation. En se mettant en hypoventilation, vous voyez, cette alcalose métabolique est associée à une acidose respiratoire. Vous voyez, parce que à l'intérieur, il y a des molécules H+, qui vont être produites, et ces molécules H+ vont acidifier le milieu pour faire diminuer le niveau de pH qui était élevé au départ. Donc, c'est comme s'il y avait une situation d'obstruction. Vous verrez les causes de cette acidose-là. C'est comme s'il y avait une obstruction des voies respiratoires chez certains sujets qui vont, effectivement, à la suite de cette obstruction, vont produire beaucoup d'ions H+, dedans. Alors, donc, en évoluant ici, donc vous avez l'évolution va se faire progressivement. Oui, mais en se faisant progressivement, il faudrait que les valeurs que vous obtenez ici de la pression partielle de CO2 ne soient pas dans l'intervalle. Dans l'intervalle compatible à la vie. Si c'est dans l'intervalle, ce n'est pas compensé. Mais quand les valeurs de la pression partielle de CO2 sont à l'extérieur de l'intervalle, alors la compensation est partielle. Maintenant, si ça atteint la valeur de pH qui est une valeur de pH normale, compatible à la vie, alors la compensation est totale. Vous voyez, donc elle se fait progressivement de la valeur non compensée à la valeur partielle et à la valeur totale. Donc là, c'est la valeur totale est exprimée par le pH. La valeur totale est exprimée par le pH. Rien ne peut exprimer la valeur de compensation totale si ce n'est pas le pH. Et ça, il faut le... Maintenant, pour les autres, c'est les deux paramètres. Soit c'est la concentration des ions azotés, soit c'est la pression partielle de CO2 qui vont le déterminer. Mais la valeur totale, c'est le pH qui le détermine, et rien d'autre. Hein? Alors, ici, quand vous regardez, vous êtes dans la même dynamique. Ici, si l'individu évolue là, ça veut dire qu'il a ingéré des molécules acides. En ingérant des molécules acides, vous voyez, le pH diminue. Et en diminuant, à ce point-là, c'est la pathologie primitive, hein, la pathologie primitive, ici, ça indique une acidose métabolique non compensée. Maintenant intervient les émonctoires. Alors, si ça évolue ici, vous voyez, ça aggraverait l'acidose. Donc, ce n'est pas à ce niveau qu'il faut le regarder. L'évolution se fera forcément ici en augmentant la valeur du pH. Donc, qui passe de 2 à 3, à 3,5 et ainsi de suite jusqu'à arriver à la valeur de 7,40. Hein? Alors, ici, si vous prenez l'individu C, cet individu A, si on le soumet, vous voyez, à une hyperventilation, vous soumettez cet individu à une hyperventilation, vous voyez que le pH augmente, mais la pression partielle de CO2 diminue. Hein, la valeur ici de la pression partielle de CO2 en B. Mais pour, vous voyez là, hein,
sa valeur de la pression partielle de CO2 diminue, ici. Alors, ça veut dire que l'individu, sa valeur de la pression partielle de CO2 ne sera pas à 40, mais sera par exemple à 20. Mais dans son évolution, cette ligne-là doit être parallèle à celle-là. À celle-là, évidemment. C'est-à-dire que quand ça arrive ici, si ça dépend, cette ligne-là doit être parallèle à celle-là. Donc en évoluant, là. Mais vous constaterez que, à ce point, puisque la pathologie primitive est une alcalose respiratoire non compensée, évidemment, l'individu évoluera dans ce sens, parce que maintenant c'est le bon sens qui vous guide. Hein, c'est le bon sens qui vous guide dans l'évolution. Puisqu'il y a un changement de ligne isobare, hein, suite à l'impression partielle du sujet normal, suite à une hyperventilation, il y aura changement de ligne isobare. Donc ici, c'est ce qui explique la PCO2 qui est égale à 20. Ici, mais parallèle à celle-là. Donc à ce point-là, si on le traçait là, c'est pareil. Hein, à ce point-là, l'alcalose respiratoire est non compensée. Alors, maintenant, cet individu doit faire baisser, puisque le pH a augmenté, l'individu doit évoluer dans ce sens-là. En évoluant dans ce sens-là, vous constaterez que la concentration des ions à CO3- diminue. Hein? Donc, ici, l'organisme n'a pas intérêt à faire quoi? De la réabsorption des ions à CO3-, puisque les cellules rénales, nous le verrons, tout ce qu'on est retenu, nous reviendrons dessus, les cellules rénales qui vont produire aussi, puisque je vous ai dit, les seuls endroits où vous avez l'anhydrase carbonique, c'est au niveau des poumons et au niveau des cellules rénales. Alors, dans ces cellules rénales, vous avez aussi l'hydratation, hein, du CO2. Ce CO2, ça va donner H2CO3, donc avec production de HCO3-, mais ici l'organisme, pour vous dire ici, l'organisme, si elle va produire les ions HCO3-, n'a pas intérêt à le réabsorber. N'a pas intérêt, parce que si le réabsorbe, ça va continuer à augmenter le pH. Vous comprenez? Parce que c'est la stratégie. Toutes ces notions qu'on a eu à vous dire peut-être l'année dernière, ces notions de réabsorption, ont une valeur quand vous évoluez. Ici, quand vous arrivez, entre réabsorption et non-réabsorption, il y a bien une raison. Si ça réabsorbe, parce que le pH était acide. Est-ce que vous comprenez? Si ça réabsorbe, c'est parce que le pH était acide. Donc il faut faire remonter le pH. Vous comprenez? Hein, il faut le faire remonter. Dans le cas contraire, si le pH était déjà un pH alcalin, l'organisme ne peut pas réabsorber. Il était alcalin, il ne va pas réabsorber les ions parce que ça augmenterait le pH. Alors donc, il faut qu'il l'élimine. Donc, c'est ce qui explique cette élimination urinaire où les ions HCO3- vont être éliminés, ce qui amène, si vous mesurez l'urine, là, va être une urine alcaline. Vous comprenez? Va être une urine alcaline. Hein, si vous mesurez l'urine excrétée, va être une urine alcaline. Donc, c'est la stratégie de l'organisme. Entre réabsorber et non réabsorber, il y a bien une raison quand est-ce que l'organisme réabsorbe ou ne réabsorbe pas. Hein? Alors, donc, ici, il y aura ici une excrétion des ions HCO3-, nous le verrons dans une figure complète. Hein? Donc, il fait baisser le niveau de pH. D'ailleurs, vous voyez que la concentration des ions HCO3- diminue. Vous voyez? Et diminue si vous évoluez, et diminue ce qui est tout à fait juste pour faire baisser le niveau de pH qui était élevé en situation d'hyperventilation. Hein? Alors, donc pour le reste ici, vous voyez, si l'individu évolue dans ce sens, on sait, là aussi il y a changement de ligne isobare, ça veut dire que ce changement de ligne isobare ici fait que la pression partielle de CO2 augmente, donc l'individu est en hypoventilation. En étant en hypoventilation, il est bien évident que le pH diminue, là, mais pour la compensation, l'individu a tout intérêt, si vous regardez dans son évolution, changement de ligne isobare, l'individu va évoluer dans ce sens.
En évoluant dans ce sens, le pH augmente. Oui, si on avait tracé la ligne isobare ici, si l'individu évolue sur cette ligne isobare qui est parallèle à la ligne isobare 40, hein, s'il évolue là, vous voyez que le pH va augmenter. Vous comprenez? Donc, il va évoluer, le pH augmente, hein, ce qui est à l'origine de la compensation par la suite, hein, à la suite de cette acidose respiratoire. Hein. Ça veut dire que ici vous constatez que la concentration des ions H va augmenter, hein, pour faire face à cette acidose là. C'est ça qui est intéressant. Les diagrammes, si vous les regardez très bien, vous comprenez beaucoup de choses sans même vous fatiguer. Moi je me rappelle que j'étais un brillant étudiant, brillant, je vous dis, je n'avais pas besoin d'être là pour expliquer à ses camarades l'acidobasie, tellement qu'il avait maîtrisé la chose. Il avait tellement maîtrisé que je dis, je n'avais pas besoin d'être là pour expliquer ça, parce qu'il l'a intégré. Il a intégré toutes ces notions, il sait comment tout ça évolue. Quand il a commencé, si vous avez compris le principe, si on vous donne les acteurs biochimiques, les 3 acteurs biochimiques, évidemment, tout de suite, s'il regarde, tout de suite, il vous dit quelle est la pathologie. Et il vous dit tout de suite quelle est la pathologie. C'est-à-dire que, en regardant, tout de suite, il comprend que les événements qu'il va décrire vont être en adéquation avec les valeurs qui sont indiquées. C'est ça, il faut arriver à un moment de l'intégrer. Il n'a plus besoin, bon, vous verrez au début, je vais vous faire le schéma, hein, pour voir l'évolution. Et il y a des étudiants, à un moment, ils n'ont plus besoin du schéma. Il suffit de regarder les paramètres, les 3 paramètres, tout de suite, ils vous disent qu'est-ce que c'est. Acidose métabolique non compensée, acidose partiellement compensée, acidose métabolique totalement. Ils sont capables de vous dire en enchaînant, parce que c'est des notions connectées très vite. Hein. Donc c'est pas. Mais on y arrivera sur la base des exercices. Alors, ici, c'est le diagramme de Davenport, mais je veux. Alors, ici, les valeurs marginales. Ces valeurs marginales, c'est des valeurs importantes, c'est des valeurs compatibles à la vie. C'est-à-dire que toutes les valeurs, si on vous donne une valeur de la pression partielle de CO2, une valeur de la concentration des ions à CO3-, et que ces valeurs sont dans ces intervalles-là, ça reste non compensé. Parce que l'activité rénale n'a pas démarré, l'activité pulmonaire qui doit réajuster n'a pas démarré tant que c'est dans ces valeurs compatibles à la vie. Oui, c'est ça la stratégie. Donc, chaque fois, il faut regarder dans la phase de compensation, est-ce que ces valeurs-là, par rapport à la valeur que vous avez, là, qu'on vous a donnée, est-ce que c'est dedans ou pas? Tant que c'est dedans, ça reste non compensé. Hein? Alors, donc ces valeurs marginales sont essentielles. Hein? Donc, sont essentielles. Donc, si vous les... généralement, on vous les donne. Hein? On vous les donne dans les exercices, on va vous les donner et vous allez... Alors, il y a une valeur qu'on ne vous avait pas donnée ici. Bon, vous savez, quand moi je suis quelqu'un qui était régulièrement en contact avec les médecins, hein, donc il y a beaucoup de choses que j'ai appris par eux, hein, et les cliniciens, et il y a beaucoup de choses, je vous dis, si l'anapathe, j'ai fait beaucoup d'anapathe, c'est grâce aux médecins. Hein, parce que j'avais un Vietnamien très doué en anapathe qui était chef de clinique à l'hôpital Saint-Michel, où il y avait encore une Sénégalaise. C'est pour vous dire que c'est extraordinaire ce que je vous dis. Madame Benassavi, je vous dis, très honnêtement, on ne prend pas des gens comme ça. On ne les prend pas comme ça. Elle a des qualités exceptionnelles en couple. Je vous assure que
quand vous voyez les coupes histologiques que Mme Benassavi faisait dans le labo d'anapath du professeur Fad, hein, à l'hôpital Saint-Michel, vous êtes subjugué. Subjugué. C'est un métier que connaît bien. Et souvent, c'est sur des structures osseuses. C'est-à-dire ces structures osseuses qui sont dures. Donc, il faut des microtomes adaptés pour faire ces coupes sur les structures. D'abord, il faut les ramollir. Il faut ramollir cela. Et puis, ensuite, la seconde étape, il faut venir faire les coupes. Elle est géniale, cette dame. Donc, beaucoup de choses que j'ai appris en histologie, c'est avec elle que j'ai appris du professeur Fad. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que quelque part aussi, les nôtres sont ailleurs, mais pour des raisons que vous connaissez, pour des raisons économiques, les gens ne rentreront jamais au Sénégal. Jamais. C'est un problème. Hein. D'abord, les structures ne vous aident pas, et puis maintenant, c'est le salaire. Le salaire pose beaucoup de problèmes pour certains retours ici. Là. Je ne la vois pas, très honnêtement, bon, elle est à la retraite, mais je ne la vois pas revenir ici au Sénégal. Alors, donc ici, ces valeurs-là, donc, avec aussi l'aide des médecins, donc ces valeurs, c'est l'excès de base. Cet excès de base, elle est importante aussi. C'est-à-dire qu'elle va traduire la valeur de la concentration des ions HCO3-. C'est base, excès de base. Alors quand vous allez voir des valeurs qui vont être supérieures à ça, ça veut dire bien souvent le rein aussi a une activité. Oui, le rein a une activité. C'est aussi un indicateur. Hein. Donc il faut le retenir, il faut aussi, si on vous le donne, il faut bien regarder aussi cette valeur-là par rapport à la valeur aussi de la concentration des ions HCO3-. Donc on vous l'encadre ici, hein, et on vous dit tout ça c'est normal, c'est-à-dire c'est compatible à la vie. La pathologie n'est pas encore installée. Chaque fois que ces individus ont ces valeurs-là encadrées, la pathologie n'est pas déclarée. Mais à l'extérieur, alors c'est là où le problème va se poser pour certains. Alors, là, maintenant, on rentre dans la compensation avec un diagramme qui va venir tout à l'heure. Donc, on prend un sujet normal, on vous donne ces valeurs de pH, mais on fait absorber du bicarbonate, ici, du bicarbonate de sodium. Donc, à cet instant, pathologie primitive. Mais 2 heures après, alors, tout change. L'organisme commence à s'activer. Vous comprenez, l'organisme commence à s'activer pour faire face à ce changement d'environnement. Vous avez ingéré, vous avez perturbé le milieu. À l'instant là, à cet instant-là, d'accord, vous avez créé, vous avez augmenté la concentration des ions HCO3-. Donc, le milieu devient alcalin. 2 heures après, c'est là où, vous voyez, après une alcalose métabolique se produit. Alors, l'organisme vous présente ce schéma. Ici, vous avez ce sujet A qui est indiqué là. Ce sujet A va développer une alcalose métabolique. Pression, le pH augmente. Ce pH augmente. En B, vous avez ici une alcalose métabolique non compensée. Hein, une alcalose métabolique non compensée. Maintenant intervient, là c'est le schéma complet maintenant. Le schéma complet. Le schéma complet qui explique une situation d'alcalose métabolique. Qu'est-ce qui se passe à la suite, hein? Donc, à ce niveau. Alors, les étudiants, souvent, ne comprennent pas souvent les notions à court terme ou à long terme. Quand on vous dit une pathologie à court terme, ça s'arrête ici. À court terme. Mais à long terme, ça veut dire qu'il y aura une évolution. Comprenez le français. À long terme, il y aura une évolution. Mais à court terme, c'est là. À long terme, il y a une évolution. Hein? Et ça, ce problème, nous l'avons là, ici. L'individu B va développer une alcalose métabolique non compensée, pathologie primitive. Ensuite, l'organisme
suite à l'élévation du pH, regardez bien, élévation du pH, ça déprime la respiration. En déprimant la VD, parce qu'il faut faire les choses dans l'ordre. En déprimant la VD, cela va entraîner une élévation de la pression partielle de CO2. Vous avez compris? Parce que c'est le pH qui va avoir, c'est la circulation sanguine. Donc il va exciter, parce que ce que je vous dis, là au niveau de la crosse aortique, avec la zone chimiosensible et la zone barosensible, dans ces zones, la crosse aortique avec le sinus carotidien, je ne sais pas, je ne sais pas, est-ce qu'on vous a fait ces schémas? Oui, je suis rassuré. Je suis rassuré parce que, oui, parce qu'il faudrait aussi que vous regardiez, peut-être qu'à un moment, si j'ai mon schéma, le schéma disponible, c'est un schéma de très longtemps, ça. J'ai pas jeté mes cours de 1978. Je vous dis, je ne les ai pas jetés. Alors vous avez la propension à tout jeter, puisque vous n'avez pas. Et vous avez encore une chance. Ces papiers-là, vous pouvez les mettre sur une clé. Oui ou non? Que vous gardez à vie. Que vous gardez à vie. Et c'est ça la chance que vous avez. Les documents qui vont vous remplir une armoire, vous pouvez les mettre sur des clés maintenant. Compiler, donc ça c'est la chance que vous avez. Donc, par moment, vous n'aurez pas besoin de cette partie-là, donc vous mettez sur une clé que vous gardez. Ou bien, les archives, peut-être que vous ouvrirez très vite, monsieur Diagne. C'est peut-être possible. Mais je vais vous dire une chose, vous avez cette chance de pouvoir garder ce truc dans une clé et vous êtes tranquille pendant un bon bout de temps dessus. Peut-être il y aura une autre innovation, j'en sais rien. Alors donc ici, c'est cette élévation du pH là qui va avoir un effet au niveau du centre bulbaire. Ici, qui va déprimer la respiration et du même coup, à la suite de la conséquence, parce que c'est ça qu'il faut voir, cette excitation du centre bulbaire, c'est là où le travail va se faire. Soit une élévation du pH, soit une diminution du pH. Une élévation de la pression partielle de CO2 ou une diminution de la pression, soit, vous voyez, l'activité physiologique pulmonaire, c'est-à-dire une hyperventilation ou une hypoventilation, puisque là, c'est la partie physiologique avant de venir dire pression partielle de CO2. Oui, donc il faut lier cette augmentation de la pression, cette augmentation du pH qui va avoir un effet au niveau du centre, et cet effet au niveau du centre va déclencher soit une hypoventilation, soit une hyperventilation, suivant les situations. Et ça, quand ça va le déclencher, c'est en ce moment que vous allez dire pression partielle de CO2 augmente, pression partielle de CO2 diminue. Vous voyez, c'est le phénomène physiologique qui vous permettra de dire pression partielle et de dire pression partielle. C'est le phénomène physiologique. Hyperventilation, hypoventilation. Mais vous ne pouvez pas le dire avant. Vous ne pouvez pas le dire avant. C'est le phénomène physiologique qui déclenche ce truc. Et donc, cette pression partielle, c'est pour ça, il faut le mettre dans l'ordre. C'est ça qui, l'élévation du pH va déprimer la respiration, le centre, et cela va se traduire par une élévation de la pression partielle de CO2. Donc l'individu qui B vers C, alors la compensation n'est pas encore totale, parce que ça s'arrête là. La ventilation continue, jusqu'à arriver ici, à ce niveau. En C, ça ne reste que partiel. Ça ne reste que partiel. Bon, je le dis comme ça, simplement en regardant les valeurs qu'on vous a données par rapport à l'intervalle, mais je dis la valeur en C, suivant son évolution à ce niveau-là, la valeur reste partielle. Ensuite, l'évolution peut se poursuivre jusqu'à atteindre 7,4. En ce moment, si ça atteint cette valeur, la pression
la compensation est totale à ce niveau. Donc il faut lier les événements, ne pas manquer le phénomène physiologique avant de dire cette notion de pression partielle. Vous voyez, le phénomène physiologique qui est à l'origine de cette pression partielle de CO2. Le phénomène physiologique qui est à l'origine de ce qu'on va dire pression partielle de CO2. Pas avant. Alors, ici, on va soumettre ici un individu avec le chlorure d'ammonium, là, qui va produire des ions acides, H+. Là encore, c'est de perturber le milieu. Donc, on le soumet au sujet seul. Donc, on lui fait consommer du chlorure d'ammonium donc pour apporter des ions H+. Donc, l'environnement va être un environnement acide. Et là, vous voyez, cet individu A va évoluer vers B. En évoluant vers B, ici, à ce point-là, la pathologie primitive, vous voyez, le pH diminue. Ici, ce pH diminuant, là, l'individu, ces pathologies primitives, est en état d'acidose métabolique non compensée. Maintenant, quelques temps après, alors, l'individu va, puisque le pH est acide, alors, au niveau des sangs. Et son action au niveau des sangs, vous voyez là, c'est ce que dit, réduction du pH simule la respiration. Et c'est en ce moment que, puisque l'individu va se mettre maintenant en état d'hyperventilation, alors, puisque c'est le phénomène physiologique, alors c'est en ce moment que vous allez ensuite, dans un autre ordre, parler de pression partielle de CO2. Alors cette pression partielle de CO2, ce qui est défini, diminution de la pression partielle de CO2, c'est diminution de la pression partielle de CO2, puisque l'individu est sur une pression partielle de CO2 qui était à 40. Donc quand ça évolue en dessous, la pression partielle de CO2 diminue. Donc c'est ce qui explique cette évolution de B vers C, ensuite qui peut évoluer. Si on sait, on retient que la valeur de la pression partielle de CO2, la valeur de la compensation de cette acidose métabolique est une compensation partielle, ensuite va évoluer progressivement pour atteindre la valeur 7,4 si ça l'atteint, ou bien les valeurs marginales. Quand ça arrive dans la valeur marginale, à l'intérieur de la valeur marginale, vous pouvez toujours dire que l'individu, que la compensation est totale. Mais toujours, il faut bien regarder les valeurs que vous avez, qu'on vous a données sur le pH, par rapport à la valeur marginale. Alors, donc, pour le reste, c'est de la sauce. Alors, avant de venir sur ça, j'enchaîne sur l'autre. Ici, c'est la ventilation qui va créer la pathologie. Autant là-bas, c'est la partie métabolique qui a créé la pathologie et la compensation est respiratoire. Ici, c'est la ventilation qui va créer la pathologie, mais la compensation va être rénale. Retenez bien. La compensation va être rénale. Alors, donc ici, vous avez ici un individu A. Si tu dis individu A, la valeur de la pression partielle de CO2 est égale à 40. Cette valeur de pression partielle de CO2 qui est égale à 40, donc le sujet, c'est le sujet normal. Donc on le soumet à une hyperventilation. Si on soumet ce sujet à une hyperventilation, vous constatez que le pH ici, le pH augmente. Donc en même temps, c'est tout à fait vrai, la pression partielle de CO2 diminue. Alors à ce point-là, vous avez la pathologie primitive, vous avez une alcalose respiratoire, parce que ce qui est à l'origine est d'origine ventilatoire. Ce qui est à l'origine de cette perturbation est d'origine ventilatoire. Vous voyez? Puisque l'individu est soumis à une hyperventilation, puisque la pathologie primitive, la pathologie est déclenchée par la ventilation, alors, donc vous allez approcher à cette alcalose
vous allez accrocher ce qui est à l'origine, donc d'origine ventilatoire. Donc, vous avez ici une alcalose respiratoire. Cette alcalose respiratoire-là fait que cet individu devient B, mais dans son évolution, ça veut dire que dans son évolution, il faut forcément, là, il a changé de ligne isobare. Ce n'est plus 40, mais ça devient une autre valeur. Mais là, il va évoluer sur la même ligne isobare. Dans sa perturbation, il va évoluer dans cette même ligne isobare. Là, donc en évoluant dans cette ligne isobare, vous avez le pH qui diminue. Mais qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'ici, il y aura une expression des ions AC3-. Il n'y aura pas de réabsorption. Mais pour un équilibre de charge, c'est pour ça qu'on parle de rétention des ions CL, équilibre de charge. Hein? Donc, mais ici, la concentration des ions ACO3- ici vont être excrétés pour faire baisser le niveau de pH. Et donc, cette évolution va se poursuivre. En C, ça diminue, ça évolue. En D, pour obtenir la valeur 7,40. Hein? Donc, ça, c'est aussi la stratégie qu'il faut regarder, hein, pour comprendre bien, vraiment. Tout ça, c'est... Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est... À un moment, c'est des notions que vous allez intégrer parce que ça l'explique simplement. Pas compliqué, ça l'explique simplement. À partir des notions que vous savez, qu'on utilise ici. Alors, par exemple, ici, on soumet... qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire simplement, dans sa régulation, les reins jouent un rôle dans cette phase. Ce n'est plus les poumons, ce sera les reins qui vont jouer le rôle. Hein? Et ici, on prend l'autre exemple. Pour produire l'acidose, ici, vous avez toujours le sujet A. Le sujet A va évoluer dans l'autre sens, donc il va être en état d'hypoventilation. Cette hypoventilation fait augmenter la pression partielle de CO2. Hein, et vous avez ici cet individu B, ici. Cet individu B représente la pathologie primitive. Hein, puisque ce qui est à l'origine, c'est la ventilation. Maintenant, dans le temps, plusieurs heures après, l'organisme travaille. Il va travailler pour faire face à cette acidité du milieu. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, c'est là la stratégie de rétention des ions ACO3-. Puisque le milieu est acide. Donc, il faut qu'il garde, au lieu de il faut qu'il réabsorbe les ions ACO3- pour faire monter le pH. Et c'est ce que vous voyez quand il le garde, le pH. Vous voyez, dans son évolution, le pH augmente. Ça évolue, ça évolue. Vous voyez, le pH augmente dans le même temps. Vous voyez? Et donc, il va augmenter, il va continuer, jusqu'à, si c'est possible, atteindre la valeur 7,4 ou atteindre les valeurs marginales, etc. Donc, tout ça, c'est une source. Et d'ailleurs, ici, autant vous avez une rétention, mais l'organisme va éliminer les ions H+, ce qui donne ici une urine acide, hein, à la sortie. Alors, ici, donc, c'est pour vous montrer le schéma. Personnellement, je ne sais pas comment les cours au niveau rénal sont donnés, mais moi, je vous présente certains documents que je connais très bien quand j'étais à Paris 6. Donc, ici, on représente les vaisseaux sanguins et vous comprendrez très vite quel va être le rôle du vaisseau sanguin. Ce vaisseau sanguin va regarder ici, va réabsorber les ions bicarbonate. Ici, vous le voyez là. Hein? Parce que simplement, si vous regardez la figure, ce qui est excrété, c'est les ions H+. C'est les ions H+, qui sont excrétés. Si les ions H+ sont excrétés,
l'organisme n'a pas intérêt à... Parce que si les ions H+ sont excrétés, c'est-à-dire que le milieu était un milieu acide. Et que donc, puisque le milieu était un milieu acide, donc l'organisme va réabsorber les ions H2O3-. C'est ce qui explique, vous voyez, ici, les bicarbonates. Les ions bicarbonates ici qui vont être réabsorbés, puis dans la circulation sanguine, et puis renvoyés dans le milieu pour augmenter le pH, puisque les ions H+ vont être éliminés, ils vont être éliminés par ici, vous voyez, les cellules rénales vont produire, comme je vous ai dit, ici, grâce à l'anhydrase carbonique, les ions, l'acide carbonique. Cet acide carbonique va se dissocier grâce à la pompe. Ici, cette pompe, c'est une notion que vous devez connaître quand vous étiez en L2. Hein. Donc ces échanges-là entre les ions K+ et les ions H+, avec le système tampon ici, ce système tampon c'est, comment dirais-je, l'ion phosphate, ici c'est le phosphate disodique, hein, ici, et puis ensuite, dans le tamponnage, ça donne le phosphate monosodique, donc avec élimination des ions H+, ici. Ici, vous avez même son action ici, et puis élimination ici de l'ion H+, par la suite, ici. Et ici, c'est simplement le chlorure d'ammonium. Ce chlorure d'ammonium qui va être produit ici, avec les échanges que vous voyez là. Tous ces échanges, c'est l'association grâce à l'anhydrase carbonique pour produire l'acide carbonique, avec sa dissociation. Hein. L'objectif, c'est d'éliminer les ions H+, ici aussi c'est l'élimination avec ici le chlorure d'ammonium qui va être produit grâce à l'action de la glutamine, parce que là aussi son association avec l'ion H+, qui va donner ici le chlorure d'ammonium, ce chlorure d'ammonium là qui va être éliminé par la circulation, parce que simplement c'est des réactions qui sont connues. Moi je vous dis honnêtement, c'est pour ça chlorure d'ammonium, c'est pour ça l'urine, quand on arrose les murs de Dakar, je parle des hommes, ils ont arrosé les murs de Dakar, mais quand vous passez là, il y a de l'ammoniac, fortement, qui vous agresse. Vous êtes étonné. Oui, mais c'est l'incivisme des hommes. L'incivisme. Mais par moment on dit, par moment c'est pas de leur faute. Vous savez, quand il y a une forte population dans une ville, il faut créer des infrastructures en tenant compte de l'afflux massif de cette population dans la ville. Si vous ne créez pas des infrastructures là où les gens vont chier, là où les gens vont pisser, évidemment, à un moment, moi il m'est arrivé à 2 doigts de marcher sur un caca en ville, à Dakar. À 2 doigts de marcher sur un caca en ville. Je peux vous donner 2 endroits, l'avenue Petersen, là, quand vous quittez la corniche, la corniche, là, vous remontez, il y a l'immeuble Québec, vous remontez pour aller vers Pompidou, là où se trouvent les tableaux, les ventes de tableaux nous là, à droite, je marche, j'ai sauté quoi. J'ai failli mettre mon pied. Ensuite, un autre endroit, là où vraiment il faut que l'État règle ce problème. C'est une zone de forte concentration de lépreux. C'est à côté de la poste. Maintenant, qu'on me dise, la nuit, quand c'est pas humain, on ne peut pas laisser des champs dans cet espace-là en se disant comment ils vont faire pour pisser, comment ils vont faire pour les besoins élémentaires, et ils passent la nuit là. Maintenant, qu'on me dise, où est-ce qu'ils vont faire leurs choses? Mais par moment, quand vous arrivez sur après la BCAO, vous remontez à droite, il y a le téléphone là. Tigo.
tu vois à l'angle, là. Et puis, BCO là, et la route qui monte pour aller vers la B6. Mais je vous assure que vous venez vous trouver la merde. Mais vous devinez un peu que ces gens sont des oubliés. Évidemment, ils sont dans un environnement qui est précaire et c'est le seul endroit où ils se regroupent. Maintenant, ils sont dans un mouloir. Le mouloir, vous remontez encore cette rue-là, la nuit, ils se couchent presque les uns à côté des autres. La nuit. Donc on ne s'occupe pas d'eux. Il n'y a pas des organismes de bienfaisance pour dire que à un moment, à un autre, il faut qu'on leur donne à manger. Moi, il y a une chose qui est sûre. Si on me le propose, je le fais. Si on doit prendre 30 000 francs dans mon salaire pour que je ne vois pas ces gens-là, je dis prenez-le. Je ne veux pas voir les mannequins dans la rue. Si vous avez 30 000, prenez-le. Mais je ne veux pas les voir dans la rue. Parce que ce n'est pas honorable. C'est pas honorable. Il faut que nos sociétés, qu'on gère cette affaire, ces manières dans la rue. Maintenant, on me dit, c'est des gens qui quittent les pays limitrophes, ils viennent au Sénégal, donc ils savent que les Sénégalais donnent beaucoup. Vous savez, je suis au courant, hein, c'est ce que les gens me disent. Ils disent les Sénégalais donnent beaucoup. Si vous asseyez au coin de rue, on va vous donner. Si vous êtes là, on va vous donner. Mais, donc, c'est pour ça qu'ils sont là. Mais moi, je dis, honnêtement, je ne peux pas le voir, mais prenez 30 000 francs dans mon salaire et donnez-les à ces gens qui, à la fin du mois, qu'ils aillent dans la banque une zakat, vous comprenez? Et on leur donne soit 15 000 francs, on leur donne ça, mais pour qu'ils ne soient pas là, dans la rue. Non. Non, ça me donne mal de les voir dans la rue comme ça, en train de mendier, mais la religion n'aide pas aussi. La religion musulmane n'aide pas. Parce que dès lors que vous êtes en train de vouloir s'attaquer à ces gens, alors que quand vous regardez dans les pays comme le Koweït, l'Arabie Saoudite, il y a des banques à zakat, où il y a les miskines là-bas. En Arabie Saoudite, il y a des miskines, mais il y a des banques, des banques pour ça, où déjà les miskines qui n'ont pas de témoins, ils ont des pécules qu'on leur donne. Bon, pourquoi au Sénégal, le musulman qui a le cœur ouvert, pour pouvoir, mais ils vont détourner l'argent. Vous connaissez mon pays, hein? Ça n'ira pas. C'est des gens qui vont prendre l'argent, ils vont se donner un style de vie, alors que voilà des gens qui n'ont pas mangé. Non, j'ai le cœur serré quand je vois ces choses-là, je ne vous cache pas. Hein? Bon, bref. Alors, donc, ici c'est parce que simplement, si vous regardez le titre, hein, c'est élimination sélective, lésion H+. Donc, c'est ce qu'il y a là. Ici, c'est le tube urinaire. Donc, tout ce qui est produit lésion H+, par la valeur ici, le tampon monophosphate, le diphosphate, qui va tamponner pour éliminer les ions H+, ici aussi, ici avec le chlorure d'ammonium qui va donner l'urine ammoniacale, donc va éliminer les ions H+, à ce niveau, ce qui fait que le milieu au départ est un milieu acide, et que donc ce qui va être réabsorbé, c'est les ions HCO3- qui vont introduire la circulation sanguine, les vaisseaux sanguins en particulier. N'oubliez pas qu'au niveau rénal, vous avez un shunt artério-veineux. Donc ne soyez pas étonnés, le CO2 que vous voyez là va aller dans la circulation veineuse. Va aller dans la circulation veineuse. Donc au niveau rénal, vous avez ce shunt artério-veineux là qui est dessus. Et qui, avec un milieu de filtration, puisque c'est le rein.
Il ne faut pas l'oublier. Hein. Sur le rein, vous avez une artère rénale et une veine rénale. Moi, je ne sais pas, je le dis, je ne sais pas comment le cours, j'imagine. Hein. Mais je pense que tout ce que je dis, vous retrouvez dans le cours de ce que vous avez fait. Hein. Donc, il y a un shoot artério-veineux. Ce shoot artério-veineux va récupérer tout ce qui est produit au niveau rénal, hein, va le distribuer dans la circulation sanguine, dans le cas où le milieu était acide, pour augmenter le niveau des molécules alcalines et donc faire monter le pH qui, au départ, était un pH acide. Alors, les causes, je ne vais pas m'attarder sur les causes. Les causes, alors je dis souvent aux étudiants, quand on vous pose une question, on vous dit, vous avez défini par exemple une alcalose métabolique, ou quelle que soit la nature de la pathologie, vous la définissez. La première des choses, la première cause que vous devez évoquer, c'est celle qu'on vous a donnée en exemple. Si on vous dit quelles sont les causes de l'alcalose métabolique, on vous dit de les citer. En exemple, on vous a donné du bicarbonate, qui a déclenché dans la figure que je vous ai donnée là. Mais donnez-les, vous voyez, donnez le plus simple. Ensuite, puisque vous vous assurez d'abord de l'exemple, hyperventilation, hypoventilation, si on parle, quelles sont les causes de l'hyperventilation, quelles sont les causes de l'acidose respiratoire et les causes de l'alcalose respiratoire, on vous le donne. Et donnez l'exemple type. Hyperventilation, hypoventilation, ensuite vous passez à autre chose. Mais, alors, il y a eu des étudiants, monsieur dit, regardez, hein, ils ne font pas attention. Les étudiants ne font pas attention. Regardez, j'ai dit, donnez un exemple. Donnez deux exemples. Mais monsieur dit, quand il dit deux exemples, je souligne. Ils ne font pas attention. Si vous me donnez 3, je mets 0. Je vous préviens. Je vous préviens. Je vous ai dit, non, il faut que nous ayons pas d'abord, si vous citez 4, vous avez perdu du temps. Je veux que vous appreniez à gérer votre temps. L'examen, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est une forte concentration. Je souligne, quand un serpent est dangereux, il se fait savoir. Quand un serpent est dangereux, il le fait savoir. Vous n'avez pas fait attention au souligné là. Et en plus, non seulement c'est souligné, je le mets en gras. Mais concentrez-vous, bon sang. Concentrez-vous. L'examen, ceux qui réussissent, c'est ceux qui font très attention. On ne se presse pas. On regarde. Quand on a un doute, on fait une pause. On relit la question. On relit la question. Alors je disais aux étudiants, il y a de bons élèves qui ont échoué à l'examen. Pourquoi? Nous, dans nos générations, nous avons des étudiants doués en maths. Doués en maths. Mais il arrive que pour des problèmes d'étourderie, on vous dit démontrer que cette boîte est une parabole. C'est une parabole.
Et demandez de voir. On vous dit démontrer que cette boîte est une parabole. C'est une parabole. Vous devez démontrer la démonstration qui fait que vous allez à la parabole. Si vous trouvez autre chose que c'est faux, vous ne pouvez pas vous mettre en génie. Vous ne pouvez pas vous mettre en génie. Et voilà tout le problème. Il faut qu'on enseigne aux élèves de faire attention sur ces questions-là. Si les enseignants ne font pas, ne guident pas les élèves sont tentés de se lancer dans des démonstrations qui ne leur font pas donner ça. Démontrer que ça c'est une parabole, démontrez. Si vous faites votre démonstration, vous avez la parabole, vous avez gagné. Mais si vous démontrez autre chose, c'est que vous avez faux. Donc il faut faire attention sur ces questions-là. Il y a beaucoup d'élèves qui ont eu des problèmes à ce niveau. Mais pourquoi? Parce que les enseignants, comme enseigner c'est autre chose. Il faut aider l'élève sur les dangers, certains dangers, et leur expliquer le danger que cela peut comporter si vous faites cette démarche-là. Et maintenant leur dire le danger, voilà, ne faites pas ça, faites ceci. C'est pour ça que je vous dis, dina ñëw ci benn exercice, je viendrai sur un exercice. L'étudiant, on donne à l'examen, je suis absent, je suis en voyage, je donne le sujet d'examen. Voilà que dans les deux amphis, voilà des étudiants qui s'agitent dans un amphi. Chez M. Diagne dafa juum. Et dama leen di tàggoo. Quand il s'agit d'examen, M. Diagne ne se juum jamais. wax ma ne ci leneen mais examen def leen seen bopp ne M. Diagne ne se juum jamais. def leen ko seen bopp. Alors, dans les deux amphis, voilà que je n'étais pas là, les étudiants, dans un des amphis, il s'agit. M. Diagne s'est trompé, M. Diagne, de Djoum, etc. Mais dans l'autre, c'est le silence radio. Peut-être qu'eux, ils ont compris. Alors, quand un s'agit, donc il y a un effet d'entraînement. Donc, au lieu de se concentrer, et l'enseignant leur dit, hey, faites avec ce que vous avez. C'est Madame Dossou. Il leur dit, faites avec ce que vous avez. Ils me connaissent. Mais dans l'autre amphi, c'est le silence. Ils ont fait le travail. Donc on viendra sur cet exercice-là. Je vais vous montrer cet exercice. Vous allez voir pourquoi les étudiants ne sont pas souvent habitués. Quand vous leur faites quelque chose, voilà, maintenant ils n'ont pas le temps de réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il faut sortir sur ça. Ils ne réfléchissent pas pour sortir une chose inhabituelle, ça c'était habituel, maintenant une chose inhabituelle, comment vous allez. Mais quand même, ce truc-là, les élèves ils le voient en troisième, les élèves ils le voient en troisième, quatrième. Factorisation, etc. Seul. Il faut décomposer. Décomposer pour retrouver ce que vous devez retrouver. C'était là. Donc ils sont fatigués de décomposer. Donc M. Diagne s'est trompé. Mais tout le reste, c'était la mer à boire. Je vous dis, il faut faire très attention. Le niveau que vous avez est un bon niveau. Moi, je ne descendrai pas. Mais il ne faut pas tout de suite vous précipiter et donner tout de suite une conclusion sur quelque chose dont vous êtes sûr que c'est pas du tout ça. Vous connaissez beaucoup de choses, mais faites très attention. Alors, quelle heure est-il? Il est 33. Hein? 33. À 13h33, j'ai quelques minutes. Alors, donc les causes. Pourquoi j'insiste dessus? En fait, c'est pour que vous pouvez oublier
toutes les autres causes, sauf l'exemple. C'est ça que je veux que vous mettez dans votre tête. On vous a donné des exemples types. Ce qui déclenche une acidose métabolique, ce qui déclenche la calorisation, tout. Mais avant de vous jeter sur... D'abord, l'exemple qu'on vous a donné, le seul exemple, on vous dit hyperventilation. Après, vous allez ajouter les autres causes qui sont dedans. Mais assurez-vous. Mais ensuite, on vous dit 2 exemples ou un exemple. Mais dispensez-vous de citer, vous perdez du temps encore en écrivant. Et on vous a même pas dit d'argumenter. Quand on ne vous dit pas d'argumenter, on vous dit citer. Ouais, citer l'Hendrick. On ne vous a pas dit d'argumenter. Mais citer, vous pouvez même citer par ordre d'importance. Premièrement, citer par ordre d'importance. C'est comme ça qu'on apprend. Dedans, quand vous citez, dedans, vous n'argumentez pas. C'est-à-dire ce qui suit, ce qu'on a, vous avez cité, de dire encore non. Citer, point, c'est tout. Citer, et puis c'est tout. Regardez l'argumentaire que vous allez donner encore. Vous allez écrire, vous perdez des minutes. C'est ça qui fait échouer les étudiants, certains, et qui les angoisse. Donc concentrez-vous, citez, vous énumérez. Le français est compliqué. Hein? Énumérer. Mais énumérer un bon argumentaire. Il n'y a pas d'argumentaire. Mais ça, il faut qu'on le mette dans vos têtes pour que vous compreniez que, vous voyez, vous avez de grands atouts, mais par moment, vous ne comprenez pas les questions ce qu'on vous demande. Alors, donc, les causes, j'ai essayé de vous donner ici, bon, de petites choses, mais bon, dans le texte, c'est bien écrit noir sur blanc. Alors, les modèles. Ces modèles cybernétiques, mettent en relation un système perturbateur et puis 2 systèmes régulateurs. Alors, mais vous constaterez que ce système, je parlais simplement du deuxième système, vous voyez qu'il y a les vecteurs ventilatoires. Hein. Ensuite, vous avez l'autre réflecteur qui est le réflecteur nephronique. C'est-à-dire, l'un c'est les poumons, l'autre le rein. Hein. C'est à ce niveau que je voulais attirer votre attention. Hein. Pour ce qui concerne le système ventilatoire, je vous ai dit qu'au niveau ventilatoire, vous avez une partie qui va épurer le sang veineux, ce qui est tout à fait juste. Mais pour la partie néphronique, là aussi, par le phénomène d'excrétion, sous différentes formes, ça permet aussi d'épurer le milieu, parce que le rôle de ces systèmes, c'est un peu ça, d'amener le niveau. Mais j'insiste sur... Je reviens d'abord pour le résumé de ça. Je vous ai dit que l'organisme produit beaucoup d'ions H+. C'est ce que je vous avais dit au début. L'organisme produit beaucoup d'ions H+. Il arrive, et ça je reviens dessus, que les systèmes tampons que vous avez appris, que je vous ai énumérés, que ces systèmes tampons soient débordés par l'afflux massif de ces ions-là. Ce qui est somme toute fait logique. Parce que l'organisme peut en produire. Et notre alimentation, c'est dommage, dans l'homme moderne, notre alimentation produit beaucoup d'ions H+. Notre alimentation produit beaucoup d'ions H+. C'est de rares occasions où, ce que je vous disais, je crois, à un moment, ceux qui sont censés nous produire des ions alcalins, vous ne les aimez pas. Vous ne les aimez pas. C'est tout ce qui est légumes secs.
Tout ce qui est légumes secs, vous ne l'aimez pas. Le haricot, boulen ko. Les lentilles, boulen ko. Hein? Ah, boulen. te amul lu ko tax xam nga dama leen di wax gis ngeen haricot lentilles alors le haricot ñu ne baadoo la moo koy lekk xam nga dama leen di wax mentalité suñu dëkk bi dafa grave ti nga ça nous amène à la semaine xoolal comme nos parents rek à l'époque xale du lekk neen non gis ngeen ah xoolal ma loolu rek ah c'est lu neex rek ñoom ñoo koy féere lu baax ci ñoom rek ñoom ñoo koy féere donc xam ngeen gis ngeen ces tabous là xam nga ça posait beaucoup de problèmes dans notre famille. Alors et maintenant voilà encore que les gens qui se croient à un niveau qui disent le haricot. Mais le haricot, c'est la source de protéines la plus riche. Et ce que je vous disais, je ne sais pas si je l'avais dit, ici, ça se vend maintenant. Le kilo de haricot est même plus cher que le kilo de riz. Le kilo de haricot est même plus cher que le kilo de riz. Pourquoi? Mais parce qu'on découvre progressivement, bon, ça il faut le dire, parce que la production n'est pas importante. Hein, parce que quand la production n'est pas importante, si vous allez dans le marché, vous voyez, bien évidemment, le produit va être cher. Et pourtant, c'est un produit local. On ne sait pas pourquoi ça doit être cher. C'est un produit local. Oui, et ça, c'est le même problème que le mil. On nous dit, on va manger local. Le jour où les Sénégalais décident de manger le mil, mais là, il n'y aura plus de mil. Et on dit autosuffisance alimentaire. Il y a beaucoup de chemin à faire. C'est pour ça que je dis, il y a des discours sur lesquels, mais il faut qu'on se regarde les yeux. Mais les politiciens nous fatiguent, hein. Ils nous fatiguent sur des réalités qui ne sont pas encore actuelles. Mais j'ai envie qu'on leur dise, mais écoutez, bon, vous voulez qu'on mange le mil? Alors on va commencer dès aujourd'hui. On se donne une semaine, il n'y aura plus de mil dans le marché. Il n'y en aura plus. Vous prenez les autres produits, c'est pareil. On est obligé même d'importer le riz encore. On continue encore à l'importer. Pourquoi? C'est un problème. Bon, bref. Alors donc, tous ces aspects, donc je vous dis, l'organisme produit beaucoup d'ions H+, et ces ions H+, vont être tamponnés dans une première phase, neutralisés par le système tampon. Mais, comme je dis, les systèmes tampons vont être débordés. Quand ils vont être débordés, voilà, les émonctoires vont prendre le relais, en particulier les poumons et les reins. Alors, si vous avez intégré ces notions, évidemment, vous avez le schéma global du cours. Parce que les acteurs vont être là. Hein. D'abord les tampons, ensuite les acteurs physiologiques plus puissants. Je dis bien les acteurs physiologiques plus puissants. Parce que c'est eux qui sont capables de gérer la situation en cas de pathologie. Alors, voilà. Alors ici, c'est un résumé de ce que vous devez savoir un peu sur toutes ces notions-là. Vous avez à votre droite acidose, à votre gauche acidose, à votre droite alcalose. Alors, et là, quand vous regardez les figures qui sont indiquées, quand il s'agit de l'acidose métabolique, ça veut dire que la concentration des ions acétylformes diminue, mais en compensation, vous avez la compensation est respiratoire. Ça veut dire que ici, puisque c'est une acidose, la pression partielle de CO2 diminue. Pour faire augmenter cela, la pression partielle de CO2 diminue. L'individu se met en hyperventilation, dans le schéma que vous voyez. C'est pour ces raisons que je dis qu'il faut vraiment que vous commenciez à intégrer toutes ces notions-là. Donc, dans le cas du acidose métabolique,
la compensation est respiratoire. Cette compensation respiratoire fait que la pression partielle du sujet est inférieure à 40, puisqu'il est inférieur à 40, donc la pression partielle du CO2 diminue, donc l'individu se met en état d'hyperventilation. Hein? Dans le cas d'une acidose respiratoire, cette acidose respiratoire, vous avez la pression partielle de CO2. Si vous vous rappelez du schéma, la pression partielle de CO2 augmente, hein? La pression partielle de CO2 augmente, hein? Il faut que vous commencez à intégrer le schéma. La pression partielle de CO2, donc acidose respiratoire. Ensuite, dans sa phase de compensation, vous voyez que, puisqu'il y a un changement de ligne de il y a une montée, hein, sur cette ligne, donc pour faire augmenter le niveau de pH, donc c'est ce qui explique ici la concentration, et c'est ce que je vous ai montré, la concentration du gaz azotromant augmente. Hein, c'est ce qui fait augmenter le niveau de pH. Alors, si vous avez une alcalose métabolique, donc la concentration des ions HCO3-, ça veut dire que chez les sujets, vous leur avez apporté des ions HCO3-, donc qui va être supérieur à 24, puisque 24 c'est la concentration d'un sujet normal, mais il faudrait que ça soit supérieur pour déclencher cette alcalose métabolique. Dans la phase compensation, là, vous allez constater que dans cette alcalose métabolique, la compensation, la pression partielle de CO2 est supérieure à 40, parce que ça monte. Hein? Donc, alcalose métabolique, donc changement de ligne isobare pour faire monter, vous voyez, puisque la concentration, le pH augmente, donc il faudrait que ça évolue dans ce sens. En évoluant dans ce sens, ça permet de diminuer le pH. Et là, je vous ai dit que cette augmentation du pH va agir, déprimer la respiration. En déprimant la respiration, ça va faire que le sujet se met en état d'hypoventilation, et cette hypoventilation entraînera une augmentation de la pression partielle de CO2. Donc, maintenant, dans la phase de l'alcalose respiratoire, cette alcalose respiratoire, vous constatez que la pression partielle de CO2, diminue, donc le pH augmente. Hein. Maintenant, dans sa phase de compensation, vous voyez qu'il y aura une excrétion des ions HCO3-, excrétion de qui va rendre les urines alcalines. Hein. Et donc, vous voyez, son évolution va se faire. Il n'y aura pas une réabsorption ici. Autant dans l'autre schéma, oui, mais ici, il ne doit pas avoir de réabsorption à ce niveau, puisque le pH est déjà un pH élevé. Donc, il faut que les ions HCO3- soient excrétés. Hein, c'est ce qui est représenté sur le schéma qui est indiqué. Alors, donc, c'est cela. Maintenant, on n'aura pas le temps de faire un exercice, mais qu'est-ce qui vous semble plausible? Faire un exercice, en fait des exercices, ou bien continuer équilibre hydrominéral. Hein? On fait des exercices. D'accord. Parce que l'exercice hydrominéral, c'est léger. C'est léger. Les deux, c'est basique et immuno. Hein? Il faut qu'on gère. Mais hydrominéral, c'est léger. Hein? Donc, nous le verrons la semaine. Alors, demain, c'est immuno. Demain, c'est immuno. Tout ce qui est 2 heures, c'est acide base et équilibre hydrominéral. Les 3 heures, c'est